Good morning, good afternoon, wherever you're calling in from. Welcome to our webinar today on operation and maintenance of WASH infrastructure. As you join the webinar, we'd be very grateful if you'd introduce yourselves in the chat box at the bottom of your screen. We'd love to know your name and find out where you're calling in from. And we'll be also putting up a couple of polls on screen just as we wait for folks to join, and we'd love to hear your responses on those polls too. So the first poll question there on screen: what level of familiarity do you have with O&M of WASH infrastructure? And the second poll: in your opinion, who should be responsible for the O&M of water and WASH infrastructure? So we'd be really interested in your responses on those two poll questions. And as I say, as you join, please introduce yourselves in the chat box at the bottom of your Zoom screen, right in the bottom in the middle there. And we'll be getting started in just a second or two. But already some interesting poll results coming in there. The question on the first one, what level of familiarity do you have with O&M of WASH infrastructure? Well, it looks like everybody who's answered so far has at least some familiarity, with 40% of people so far saying, this is a major part of my work and I'm very familiar with it, which is good news for a WASH O&M webinar. So thank you very much for joining. Please introduce yourselves in the chat box at the bottom of your screen, if you wouldn't mind. Welcome to this 7th of our O&M webinars on operation and maintenance of WASH infrastructure. We're really excited about this, and it's great to have you join us. Thank you very much for joining. As I say, please fill in the polls on the screen in front of you. We'd be really interested in your responses to those two poll questions that are appearing there. We'll be ending that poll in just a second or two. And it looks like so far, as we end those polls, the first poll question on what level of familiarity do you have with O&M of WASH infrastructure? Just about 2/3 of people say that they either work on O&M quite often and are familiar with it, or it's a major part of their work and I'm very familiar with it. So welcome, but welcome also to those who don't have O&M as a major part of their work. We're really excited to have you today as well. Welcome, and let's get talking about O&M of WASH infrastructure. The second poll question: in your opinion, who should be responsible for the O&M of water and WASH infrastructure? And the choices there were the community, the government, the private sector, or some combination of those. Well, almost everybody, 94%, are saying that some combination of those different entities should be responsible. But we do have one response saying the community should be responsible. So interesting there, and I know that we'll be talking a little bit more about that as we move along in this webinar. So welcome once again, everybody, and a special welcome to those French speakers who are tuning in today. We will be providing French interpretation in this webinar, and there's an interpretation button at the bottom of your screen. Now, I will say we've had one or two issues connecting the French interpreter this morning, and we will resolve that, or try to resolve that, as soon as we can. So if you don't hear that French interpretation just yet, please be aware we are working on that problem. The little globe at the bottom right of your Zoom screen is where you click to choose either English or French language. And you can see at the bottom of the screen, please select the language that you like. And if you have any technical issues during the webinar, please send a chat message to Suzanne at ProWash, and we'll do our best to assist you. You can select that in the chat box. So welcome once again. My name is Jude Cobbin, and I'm the Senior Specialist for Water Infrastructure and Governance at ProWash. And for those of you unfamiliar with ProWash, we're an initiative funded by USAID's Bureau for Humanitarian Assistance, BHA, and led by Save the Children. ProWash aims to provide support to implementing partners in order to strengthen the quality of WASH interventions through capacity strengthening, knowledge sharing, and applied WASH research opportunities. And to learn more about ProWash, you can visit the FSN network on the link that we'll put in the chat box. And
As I say, before we begin, please I'd encourage all of you to just introduce yourselves in the chat box, what your name is and where you're calling in from. We get a huge range of people from all over the world, and it's really interesting for us to know who you are and where you're calling in from. Any questions that you have for the speaker in the webinar, please put in the Q&A box at the bottom of your Zoom screen. So not in the chat box, in the Q&A box at the bottom of your Zoom screen, and we'll answer those. We'll do our best to answer those in the chat at the end of the talk. So, and lastly, any questions that we don't get to by the end of the webinar, don't worry, they'll be included in a question and answer document that we'll share on the FSN network. And don't forget as well, you can upvote questions in the Q&A box that you'd particularly like us to answer. So to begin, I'd like to introduce today's presenter. Dr. Liz Jordan is a senior practice specialist in water at DAI, a global development company that tackles fundamental social and economic development problems. Liz has experience working in WASH in Africa, Asia, and Latin America, with a particular focus on applying research and learning to WASH programs. At DAI, Liz provides technical assistance to the design and backstopping of WASH projects. Prior to joining DAI, Liz was a senior water and sanitation advisor in USAID's Center for Water Security, Sanitation and Hygiene. Liz holds a PhD in civil engineering from the University of Colorado, Boulder. Liz, over to you. Great, thank you so much. And thank you to Jude and to ProWash for hosting this series. I know this is far into this series, so people I know who are following these are very invested in the issue, which I think is great. So as Jude mentioned, I'm a senior specialist at DAI, and my topic today will be somewhat broad. I know there have been several of these webinars focusing on a lot of different topics. So this will hopefully aim to bring some of that together, talking about systems approaches for rural water service delivery, so O&M and beyond that. And the focus here is really around how do we create the right enabling environment for sustainable rural water services. So next slide. I think probably many webinars in this series have started with a slide that looks something like this. I think everyone who's listening here probably can recite these stats just as well as I can, that there is a huge challenge on the sustainability of rural water services. We've all been citing this number, around 30 to 40% of hand pumps in sub-Saharan Africa are broken at any given time. Even when we expand that to look at piped systems in rural areas, there are estimates of around 25% non-functionality for those. And one thing that we maybe talk about a little bit less is when these break, the time to repair the systems can take months. And we know that if for months a scheme isn't working, people are going to be seeking alternative sources of water, which will either be unsafe or will require very long walks, and that's not ideal. I think because we've all been talking about this challenge for decades probably now, there is a real shift in the way the water sector is thinking. There had been previously this idea that it was really about getting the infrastructure right and that we would then train a community management committee and it would be done. They would be able to handle the O&M and services would be sustained. And we're now, I think, all coming to the conclusion that Et maintenant, on arrive à la conclusion que ça ne marche pas. On ne peut pas voir ça comme une intervention sporadique qu'on fasse une fois et après on quitte cela. Mais il faut penser à l'eau comme un service continu et comment on peut le faire durer. Et il faut donc l'analyser d'un point de vue systématique. Je sais que les gens utilisent les termes approche de système de façon différente. Ça peut vouloir dire des choses différentes pour beaucoup de choses différentes. Je vais parler de ce que ça veut dire pour moi. Il y a tant de manières différentes de comprendre les systèmes. Pour moi, il s'agit de voir de différents facteurs.
et de penser comment ils sont tous interconnectés. Il y a beaucoup de outils pour penser à des systèmes. Ce que vous voyez maintenant, ce sont des composantes bases fondamentales. Il y en a beaucoup de différentes, mais il y a des facettes différentes. La planification, la politique, la gestion de ressources et comment cela affecte le système hydrique. Une autre manière de penser au système, c'est de penser aux réseaux sociaux, aux gens qui sont impliqués, qui demandent de l'aide, qui répondent à ces requêtes. Ici, on voit une analyse des réseaux sociaux du système d'eau durable, donc, dans lesquels ils pensent à comment les gens sont interconnectés. C'est une autre manière de voir le système. Et on peut aussi voir la dynamique des systèmes, de voir explicitement, mathématiquement, comment un facteur influe sur un autre. Ici, dans cet exemple, on voit comment les pompes tombent en panne et les différents facteurs qui entrent en jeu et comment les différents modèles pourraient en changer la fonctionnalité. C'est une autre manière de voir le système qui peut être un peu plus complexe, un peu plus mathématique et on peut planifier de façon intéressante pour de différentes interventions. Et le cadre que je vais utiliser aujourd'hui, c'est un autre cadre et c'est celui qui est utilisé, qui est basé sur les pratiques hydriques de la Banque mondiale et leurs pratiques de durabilité pour l'approvisionnement en eau. Ceci examine les facteurs qui ont de l'importance pour la capacité de l'approvisionnement en eau en milieu rural. Et les institutions, les financements, la gestion d'actifs, les ressources, la gestion de ressources hydrauliques. Et ce que j'aime ici, c'est qu'en en plus d'examiner les différents facteurs, il examine les différents acteurs, mais pas seulement les différents gens, mais les différentes institutions au niveau national, l'autorité de service au niveau régional et le prestataire de service. Et il voit les composantes basiques fondamentales à travers ces différents niveaux. C'est un cadre simple, mais tous les facteurs entrent en jeu et tout ce système pour la prestation de services en eau dépend du pays, le niveau de développement, la décentralisation, l'urbanisation. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, qui est un peu au-delà de l'étendue du secteur rural en eau. Donc, je vais maintenant passer en revue ces différents niveaux de service. Je vais parler de différentes interventions qu'on a essayées, ce qu'on en a appris. Donc, au niveau national, le gouvernement national est responsable de définir les cadres juridiques de politique institutionnelle. Ça va déterminer s'il y a des différentes institutions pour les services ruraux ou urbains. Le gouvernement national sera la première étape pour définir les cadres de financement et les allocations budgétaires. Il est très important donc de voir le financement du point de vue national. Et le gouvernement national est généralement là où on va voir la réglementation pour le service d'approvisionnement en eau, quels sont les paramètres hydriques auxquels on s'attend. Tout cela va provenir du niveau national. Donc, il est important de mettre cela sur pied
au début avant d'essayer de changer la façon dont les institutions et la politique fonctionnent au niveau inférieur. Historiquement, euh, beaucoup de politiques nationales ont euh, soutenu officiellement l'approche de gestion communautaire pour les modèles ruraux. Et dans le milieu rural, les communautés géraient le système d'eau. Ceci change, je pense, à cause de ces statistiques très connues sur la non-fonctionnalité et le temps nécessaire pour faire les réparations et parfois l'infrastructure devient de plus en plus complexe, surtout lorsqu'il faut percer plus profondément dans le sol. Il faut donc aller au-delà de la communauté. Donc, plusieurs pays ont approuvé de nouvelles directives qui créent des modèles de gestion alternatifs et qui permettent d'autres manières de approvisionner en eau. Et j'en cite que deux ici. À Uganda, le cadre national pour l'entretien et opération des stocks d'eau a été approuvé en 2020. Là, ils veulent déléguer les services d'entretien et opération. Et au Kenya, il y a des dispositions pour les services d'assainissement et eau au milieu rural. Et là, il y a plusieurs possibilités. Ils peuvent travailler sous une compagnie locale ou travailler comme une organisation basée sur la communauté avec un soutien extérieur. Ce sont plusieurs options. Donc, un exemple de l'expérience de DIE est au Mozambique. Au Mozambique, il y a des milliers d'opérateurs qui desservent des millions de personnes en zone rurale et aux zones périurbaines, pardon, aux zones urbaines et périurbaines. Et Speed avec USAID, qui sont des projets de multisectoriels de gouvernance. Et au Mozambique, il y a eu un cadre officiel de délégation de gestion qui indique quels sont les services délégués au secteur privé. Il y a eu, donc, c'était avant que les politiques du Kenya et de l'Uganda, et ça a permis le secteur privé à intervenir dans l'approvisionnement. Non, mais ça requiert plus de travail. Nous savons que il n'est pas suffisant que le gouvernement national écrive des buts sur les papiers. Il faut de la transparence et de la prévisibilité dans le cadre juridique. Il faut qu'il y ait un régime de licence. Il faut que qui et à les licences pour offrir des services soient clairement définies. Il faut avoir une politique de tarifs, combien vont payer les utilisateurs. Il faut avoir un système de suivi des systèmes et puis la coordination et collaboration à travers les plateformes. Et Speed a travaillé sur tout cela pour coordonner tous les fournisseurs d'eau au Mozambique. Ils ont travaillé étroitement avec le gouvernement pour préciser le système d'octroi de licence pour que ces fournisseurs privés soient délégués formellement par le gouvernement pour offrir des services. Et plus de 500 opérateurs ont reçu des licences au Mozambique à cause de ça. Donc, je vais passer
au niveau d'autorité de service, qui est une partie très importante de ça, surtout alors que les services dans plusieurs pays ont été passés au niveau locaux. Et il faut faire une mise en œuvre plus détaillée. Ils sont responsables de la planification, les règlements locaux et le suivi, le financement des investissements, le soutien direct. Et parfois, ils sont le propriétaire des actifs. Ils ont cette responsabilité. La propriété des actifs peut se situer à différents niveaux selon le système. Pour les services en milieu rural, très souvent, c'est le gouvernement local. Ça peut être un côté selon la structure. Et donc, c'est un niveau important pour une intervention. Quand une autorité de service fonctionne, comment est-ce que de quoi ça a l'air quand on parle de la capacité institutionnelle? Oui, il faut qu'il y ait des politiques et des stratégies, il faut qu'il y ait des rôles et responsabilités, mais que ce soit sur les papiers, ce n'est jamais suffisant. Il faut qu'il y ait beaucoup de personnel qualifié. Les personnels, c'est souvent le défi. Donc, là où on a travaillé, les gens ont tendance à bouger, surtout certaines districts lointains peuvent poser des problèmes. Il y a très souvent des structures et des responsabilités à des niveaux inférieurs du gouvernement, mais il n'y a pas toujours une augmentation associée une augmentation associée des ressources et c'est important à prendre en considération. En ce qui concerne le financement, il faut penser véritablement à tous les coûts du véritable cycle de vie, pas seulement l'investissement de capital, mais l'entretien de capital et le coût de tous les emprunts et le financement. Ça fait partie du coût de réalité des services. Et il faut faire correspondre ça aux sources de financement, voire où on peut récupérer tous les coûts à travers les tarifs. Il y a des endroits où ça peut survenir et d'autres endroits où il faut compter sur les financements publics. Il y a aussi des subventions croisées ou une autre structure de tarifs. Il faut réfléchir à comment desservir les gens qui ne sont pas en mesure de payer les tarifs. Il faut qu'il y ait une compréhension claire des actifs dans le système. Idéalement, on devrait actualiser de façon régulière les actifs pour que on sache exactement quel est le matériel et qui est responsable de l'entretien principal et de l'entretien mineur. Il faut que ce soit clairement défini auprès du service. En ce qui concerne la gestion de ressources hydriques, c'est souvent une responsabilité nationale parce que les ressources en eau ne respectent pas les limites régionales. Mais il faut penser à l'approvisionnement en eau des fournisseurs, de prestataires de services dans la zone et comment ils vont penser à des possibles besoins d'extraction d'eau. Et pour le suivi et la réglementation, très souvent, il faut déterminer quels seront les paramètres de performance et comment les données vont être récoltées et la collecte des données se passe au niveau de l'autorité de service. Il faut s'assurer que tout le monde qui offre des services soit inscrit et
effectivement respectent ces politiques. C'est beaucoup de tâches pour l'autorité de service. Et au fur et à mesure qu'on leur délègue des compétences, il y a beaucoup de lacunes. Un projet que DAI a mis en œuvre était au Kenya. Au Kenya, la responsabilité de service en eau a été transférée au comté. Et nous avons mis en œuvre le projet Kiwash pour colmater les brèches, pour que le comté ait la capacité de faire fonctionner les autorités de service. Ils ont travaillé non seulement avec les fonctionnaires gouvernementaux, mais aussi avec les acteurs du service du secteur privé et de la société privée. Ils ont été réunis pour parler de qui allait faire quoi. Sous Kiwash USA, il y a eu et chaque comté devait faire approuver ses propres politiques et les plans et règlements stratégiques qui sont suivis. Et on a fourni du soutien sur la planification et la budgétation. Très souvent, il y a eu des allocations en matière d'approvisionnement en eau et les comtés n'étaient pas en mesure de les mettre en œuvre. Et parfois, la société civile ne se faisait pas entendre. Kiwash a institutionnalisé des forums de WASH au niveau du comté. Ils ont soutenu ces forums pour s'assurer que ces forums étaient institutionnalisés au sein de chaque comté. Et ceci a donné comme résultat des progrès significatifs sur le règlement dans les comtés. Plusieurs de ces comtés ont fait approuver des lois d'eau et il y a eu également une augmentation de 67% de financement alloué au secteur eau dans ces comtés. Et ça a vraiment transporté vers l'avant ces comtés-là en ce qui concerne l'approvisionnement en eau. Maintenant, je vais passer au dernier niveau qui est les prestataires de services. Les prestataires de services sont responsables de l'entretien et de l'opération. Ils peuvent être responsables de l'administration du système. Parfois, l'entretien de capital est sous l'égide de prestataires de services. Et ces prestataires de services vont participer avec les utilisateurs d'eau au niveau du sol, sur le terrain. Donc, un terme qu'on fait utiliser maintenant, c'est les prestataires de services d'entretien professionnalisés. C'est un changement du bénévolat vers le professionnalisme. Et je voudrais préciser ce que ça veut dire. C'est beaucoup plus que simplement former. On ne peut pas simplement prendre un groupe de bénévoles et dire maintenant c'est professionnel. L'idée, c'est qu'il y ait des rôles, risques et responsabilités clairement définis qui offrent l'entretien et on le formalise selon des arrangements contractuels. Et le prestataire d'entretien doit avoir des limites géographiques dans lesquelles il est responsable du service d'entretien. Il doit y avoir un régulateur gouvernemental basé qui fonctionne selon des indicateurs clairs. Et les tarifs en eau doivent être transparents et sujets à une réglementation. Où il y a des subventions, ces subventions doivent être transparentes et avoir une supervision du gouvernement. Très souvent, il y a des subventions qui vont
aux populations les plus riches et les plus urbanisées. Donc, il est très important qu'on soit plus transparent là où les subventions se trouvent dans le système et qu'elles vont aider les gens les plus nécessiteux. Il y a beaucoup de manières d'organiser ces services et je sais que le dernier webinaire traitait l'initiative Uptime de Duncan. Il y a plusieurs prestataires de services qui offrent des services à plusieurs endroits et parfois c'est la communauté qui fait fonctionner les modèles d'eau, mais il y a un responsable de la maintenance qui vient périodiquement. Parfois, ce sont les communautés qui sont les propriétaires des actifs, parfois non, parfois tout est délégué à une entité extérieure de professionnels et les clients sont responsables de payer les factures et de passer un contrat avec le responsable de l'entretien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de rôle pour la communauté, mais il faut réfléchir à qui doit fournir quels aspects du service d'opération et entretien. Ça doit être spécifié. Un exemple de comment offrir des services professionnalisés et Uduma, qui fait partie de Uptime. Uduma est une entreprise française privée consacrée à la prestation de services en eau potable en Afrique subsaharienne. Uduma aborde toute la chaîne d'approvisionnement, la réhabilitation de points d'eau, le maintien des pompes, le contrôle de qualité et la responsabilité des revenus. Uduma souscrit des contrats à long terme avec les autorités privées qui donnent au Uduma et il y a un contrat de concession qui stipule toutes les obligations pour l'opérateur et les tarifs. Dans ce modèle, Uduma collecte les revenus des utilisateurs finaux, des utilisateurs. Et pour le volume, il peut y avoir une facture pour un jerrycan de 20 litres au lieu de payer un tarif plat chaque mois. Le tarif est fixé selon conformément avec les autorités locales et prend en considération les opinions des utilisateurs pour garantir que les tarifs soient abordables pour tout le monde. Il y a un responsable de l'entretien des pompes qui reçoit un pourcentage des ventes et il y a un mécanicien local qui est responsable de l'entretien préventif des pompes et de faire les réparations et il reçoit un pourcentage de revenus et Uduma est garanti à des stocks de pièces de rechange et garantit des réparations dans les 72 heures d'une possible panne. Et dans ce cas, Uduma utilise certaines technologies nouvelles comme l'argent mobile et des cartes prépayées pour récolter des données sur l'utilisation d'eau. Donc, elle devient une affaire qui marche et elle peut récupérer son investissement et même gagner des bénéfices. Et donc, ils ont des incitations pour fournir ces services. Tout le monde peut accéder à des services, même sans téléphone portable. Et on peut collecter des revenus de façon efficace. Et la qualité d'eau fait partie du service de Uduma pour s'assurer que des gens reçoivent de l'eau de bonne qualité. Uduma gère des points d'eau au Mali et à Burkina Faso. Les tarifs est fixé avec la communauté, avec les autorités locales
et ça démontre un service de qualité et d'entretien peut être bénéfique pour toutes les parties. Bon, ça a l'air époustouflant et je sais qu'il y a d'autres qui ont des excellents modèles d'approvisionnement de services en Ouganda ou au Kenya. Ils ont des modèles différents avec des taux de fonctionnalité. Quels sont les facteurs qui font défaut ailleurs pour que ça fonctionne? D'abord, les contrats clairs entre les autorités locales et les prestataires de services. Il faut avoir un temps suffisant pour que les prestataires de services récupèrent leurs coûts. L'humain ne pourrait pas, et si l'humain n'avait pas 15 ans pour récupérer les coûts d'investissement, il ne serait pas économiquement viable. Il faut qu'il y ait suffisamment de temps. Il faut que les responsabilités soient clairement délimitées. Très souvent, les gens, les responsables de l'entretien ne sont pas responsables de l'entretien du matériel de capital. Il faut désigner clairement si c'est une entreprise à but lucratif ou non lucratif, mais même comme ça, ils ne peuvent pas opérer à perte pour toujours. Peut-être il faut une subvention. Parfois, il y a des économies d'échelle, il y a des normes sociales qui changent lorsque tout le monde dans une zone de service reçoit les mêmes services au même tarif. C'est important qu'il y ait cette échelle. Et ça, c'est quelque chose que les autorités de service peuvent faire. Ils peuvent désigner des zones de service pour des contrats. Il faut également qu'il y ait des contrats avec les techniciens locaux qui incluent des normes services. Duma, 72 heures pour les réparations à Wave en Uganda. Les paiements des techniciens sont basés sur le temps des réparations. Ça, c'est important pour garantir des services professionnels. Il faut également qu'il y ait un service de haute qualité, que les gens sont disposés à payer. Les gens peuvent être plus disposés à payer un service d'eau en tuyau canalisé si c'est près de leur maison, déterminer quels seront les aspects du service qui sont importants pour les gens est vraiment clé. Et puis, la structure tarifaire doit être juste. Et c'est pour ça que avoir une échelle claire et des contrats clairs avec les services, les autorités de service est vraiment important et utile. Donc, pour conclure, pour revenir à ces cadres, quand j'ai parlé de différents exemples à ces différents niveaux, j'ai parlé de différents programmes. Ce qui doit arriver, c'est qu'il faut aborder tout cela ensemble. Si on voit les problèmes, les programmes qui marchent au Kenya, ces programmes fonctionnent avec les prestataires de services en milieu rural et en milieu urbain. Et donc, il est important d'aborder tout cela. Tout le projet ne doit pas travailler sur tout cela, ça serait impossible, mais il est important d'être conscient de ce qui se passe à ces niveaux différents. On ne doit pas penser qu'on puisse mettre sur pied un prestataire de service pour les opérations et l'entretien sans tenir compte du financement, de la gestion d'actifs. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, mais je serais ravi d'accueillir vos questions pour le reste du temps. Merci, Lise. Merci pour une présentation vraiment intéressante. Je ne suis pas seul
là, mais pour ceux de parmi qui travaillent ici, il est vraiment euh, euh, excitant de voir que ce n'est pas une intervention euh, d'un seul coup, que c'est complexe. Et ça, ce n'est pas un mystère pour personne ici. Quelques-uns de ces facteurs euh, sont apparus à travers des projets vraiment novateurs. Merci de votre intervention. Je voudrais rappeler à toutes les personnes qui voudraient poser des questions d'inclure leurs questions dans la boîte de questions et réponses. On a une question de Sanda. Merci pour cet aperçu. Là, dans les pays de conflit où il n'y a pas de prestataire de services, est-ce qu'il y a eu des études sur la meilleure alternative? Je pense aux camps ou aux endroits qui se ressemblent aux camps, où il n'y a pas l'infrastructure d'économie pour soutenir l'organisation dont vous avez parlé. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est une question intéressante et je pense que la plupart des gens où on voit ces prestataires de services ne sont pas les environnements les plus fragiles. Il est logique que ce ne soit pas le premier endroit où vous iriez pour créer un modèle viable, mais il y a l'exemple de l'eau pour le bien, qui est un membre de Uptime qui opère à la République centrafricaine. Ils ont passé des accords avec les autorités de service et ils n'ont pas l'intervention tant rapide que Yuma, mais ils offrent un service de haute qualité. Une différence importante, c'est que ce service est fortement subventionné et dans les milieux plus fragiles, surtout dans les milieux des camps. Et il faut prendre en considération les différents niveaux de subventions qui seraient nécessaires, mais on peut mettre sur pied certains de ces fournisseurs et des paramètres de performance. Et là, on pourrait vraiment récupérer plus de tarifs que ce qu'on aurait pensé si on satisfait des besoins vraiment pratiques. Donc, je ne pense pas que ce soit impossible, mais probablement ils ne vont pas couvrir tous leurs coûts. Il va peut-être travailler avec plusieurs acteurs. Si vous êtes dans un environnement d'un camp, il faudrait que ceci fasse partie de la structure du camp au lieu de, avec les gouvernements hôtes, il y aurait des différents facteurs, mais il n'y a pas de raison pour ne pas essayer l'un de ça. Si vous l'étayez financièrement, ça me l'air tout à fait parfait. Plus c'est fragile, évidemment, il y a une implication et une autre question. Vous avez parlé de Uduma. Est-ce que les communautés du Uduma avaient un système d'opération et entretien avant l'arrivée du Uduma? Est-ce que Uduma a desservi des points d'eau qui n'ont pas réhabilité ou qui n'ont pas mis sur pied eux-mêmes? Qu'est-ce qui se passait avant Uduma? Je ne suis pas sûr vraiment. Je pense que ils étaient sous la gestion communautaire auparavant. Je suis sûr qu'il y a eu des gens qui offraient des services pour je ne suis pas sûr s'il y avait des partants là, des déficits. Quand on entre, il faut ne pas
il faut faire attention pour ne pas déplacer des systèmes déjà existants en Ouganda. Ils ont trouvé que le prestataire du service fonctionne mieux sous Wave et il gagne plus de bénéfices sous ce modèle de paye pour performance. Ils arrivent à une plus grande échelle. Il y a des façons d'intervenir et ne pas déplacer, mais augmenter les acteurs et les conditions locales. Il est important de ne pas intervenir et de mettre un nouveau système au-dessus de ce qui existe déjà. Donc, les deux questions suivantes, je vais les joindre. Et les deux ont trait à la subvention dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, la question, c'est que pour le projet Uduma, comment est-ce que est-ce que si Uduma donne un financement pour initier, est-ce qu'il faut rembourser ce financement initial? Est-ce que vous pourriez commenter la question des subventions et comment est-ce que la subvention pourrait influer la durabilité à long terme? Vous avez mentionné que parfois ces projets ont besoin d'un financement à long terme et certains peuvent ne pas être viables commercialement. Quelles sont les possibilités à long terme? Ce sont de bonnes questions. On fait un va-et-vient dans notre secteur. Il faut des subventions. Non, les subventions sont horribles et il faut que tout soit commercial. Et je pense qu'il y a un terrain d'entente. Certains de ces systèmes ruraux doivent couvrir leurs coûts, doivent être bénéfiques parce qu'il y a du temps, mais il y a d'autres endroits où des subventions font défaut. Si vous examinez les États-Unis ou un autre pays pleinement développé dans le secteur hydrique, il y a beaucoup de subventions. Tous les secteurs ne sont pas opérés en récupérant tous les coûts. Les subventions proviennent des revenus d'impôts parce que c'est un service public. Ça, c'est la vision à long terme. Vous arrivez au point où toutes les subventions du système proviennent des revenus et les systèmes qui peuvent être organisés commercialement sont organisés de cette manière. Zuma spécifiquement couvre ses coûts initiaux avec un mélange de fonds publics et privés. Ils peuvent mettre de l'argent au début. Le modèle Uduma montre qu'ils peuvent récupérer cela et offrir un retour favorable à long terme. Mais il faut un investissement initial. Ce n'est pas une subvention, mais il est important de savoir ça. Ce ne sont pas des systèmes de récupération pleine de coûts depuis le premier jour. J'aime ça, la différence entre un investissement et une subvention. Il est beaucoup moins coûteux d'offrir des services WASH que de faire face aux problèmes de santé si on ne le fait pas. Donc, merci. Dernière question de Will ici. C'est un très bon résumé de la question 10. La question, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples de faire des listes de vérification. Est-ce que quelqu'un a déterminé une liste de vérification pour voir si les ingrédients nécessaires sont mis en place pour un entretien professionnel? Je pense que la question va diriger au niveau des prestataires de services. Il a parlé de 3 différents niveaux de services. Et vous avez très bien expliqué comment ça fonctionne ensemble. Est-ce que chaque niveau devait réaliser? Est-ce qu'il y a une liste de vérification qui détaille ses rôles et responsabilités? Ça, c'était la question. Je ne sais pas s'il y a une liste de vérification universelle. Il y a une banque, un document de la Banque mondiale qui
inclut beaucoup de questions de évaluation qui peuvent être posées à ce niveau. Alors, la distribution de ces questions entre les trois niveaux peut se déplacer, mais c'est une excellente ressource. Et l'autre chose à laquelle je pense, c'est l'outil d'index de durabilité du USAID qui établit des différents paramètres à différents niveaux. Et je ne pense pas qu'il y ait jamais une seule liste de composantes, une liste de vérification qu'on puisse utiliser dans chaque pays parce que c'est nuancé, mais il y a beaucoup de ressources excellentes. Donc, je pense que c'est l'attention et quelque chose qui est très simple et simple, mais il faut aussi reconnaître la complexité de chaque situation et les chaînons complexes de la chaîne. On va inclure ces ressources. On a une question d'Eric Jetambo Uduma, on dirait, offre de services à très bon en eau pour les pays qui ont déjà de l'eau. Comment est-ce qu'il compte par litre? Est-ce que Uduma pourrait élargir ce service à des pays comme la Zambie? Je ne sais pas si vous arrivez je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à ça. Je pourrais chercher les numéros de tarifs ou des tarifs et on peut inclure un lien au site web de Duma sur le site web. Je ne travaille pas pour Uduma, donc je ne sais pas dans quel pays il voudrait s'élargir. Merci Lise. On va inclure le lien pour Uduma. Il y aura des rapports et des informations de contact là. Lise, on a le temps pour une dernière question. Merci de cette présentation exhaustive. Quelle approche de responsabilité sociale sont utilisées pour évaluer et faire le suivi des services en entretien et opération en eau? Est-ce que vous avez de l'expérience dans ce secteur? C'est une bonne question. Il y a plusieurs manières différentes que j'ai vues qu'on fait ça et je pense qu'il est vraiment important de prendre en considération la responsabilité, la façon dont c'est fait en Ouganda. Ils ont établi des réunions publiques, privées, de partenariats privés-publics pour parler de la qualité de service. Et je pense que c'est très important. Dans ce cas-là, c'est le prestataire de service qui pousse l'autorité de service pour assumer la responsabilité. Au Kenya, il y a ce forum Kiwatch qui réunit les fonctionnaires gouvernementaux, les ONG, et la société civile. Et c'est un autre forum dans lequel ils peuvent réviser les données pour le groupe et voir la responsabilité en ce qui concerne les paramètres de performance. Merci, Lise. Et je pense, malheureusement, il ne reste que 3 ou 4 minutes avant la fin du webinaire. Merci, ça a été vraiment fascinant. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je pense que c'est un moment vraiment stimulant d'être à WASH. On parle de subventions aux investissements, un rôle pour le gouvernement local, pour une base d'impôts. Lorsqu'on pensait que la communauté devait être responsable de tout, c'est vraiment un changement intéressant. Je voudrais remercier à tout le monde et il y aura une copie de cette présentation disponible et un enregistrement. Vous pouvez le partager avec toutes les personnes dont vous auriez envie. Il y a certaines questions pour une enquête sur l'écran. C'est une enquête de clôture. On voudrait savoir. Prenez un moment pour répondre aux questions de l'enquête. Et dans quelques semaines, le 19 octobre, on aura une discussion des panels avec tous les intervenants
de ces webinaires d'opération et entretien où on va parler des différentes questions qui ont été suscitées dans ce webinaire, des questions sur vers où se dirige cette domaine d'activité et quelles sont les implications pour le réseau et pour le bailleur de fonds. Donc, vous avez devant vous l'enquête dans votre zone, quel est le rôle que le gouvernement joue dans l'opération et l'entretien de l'infrastructure d'eau et assainissement. Donc, 2/3 des gens disent qu'ils font une partie, ils sont responsables d'une partie de l'infrastructure d'opération et entretien. Et deuxièmement, est-ce que vous avez trouvé que le contenu de ce webinaire était pertinent pour votre travail? Normalement, 2/3 des gens disent que c'est fort probable. Donc, je vous félicite pour ça. On va clôturer ça. Prenez quelques secondes pour choisir une réponse si vous ne l'avez pas vous l'avez pas fait. Et dans une seconde ou deux, on aura les résultats. Je pense que oui, on va mettre fin à cette enquête. Donc, pour la première question, quel est le rôle joué par les gouvernements dans l'opération et l'entretien des infrastructures d'eau et assainissement? Plus de la moitié dit qu'ils ont un rôle. 18% disent qu'ils n'ont pratiquement aucun rôle. Un autre 20% dit qu'ils font la plupart de l'entretien et opération de l'infrastructure. Il est vraiment intéressant de voir l'émergence de la reconnaissance du rôle du gouvernement local. Je voudrais vous remercier, Lise, DAI et USAID. Ça a été vraiment intéressant. Et avant de clôturer, je voudrais remercier l'interprète de français et qui a fait un excellent travail avec certains problèmes. Merci, Daniel. Et je vous remercie tous. On espère vous voir pour la dernière manifestation de cette série qui sera une table ronde avec tous les intervenants jusqu'ici. Je vous remercie tous de votre participation, de votre assistance. De notre part, à ProWash, on vous verra bientôt. Au revoir.